PME ou encore un compte titre. Et notamment, on peut le faire sur EasyBourse et on peut le faire 100% en ligne sur EasyBourse, notamment sans frais, car sur EasyBourse, il n'y a pas de frais de courtage quand on participe à une introduction en bourse. Encore un petit mot avant de laisser la parole à Christophe. Donc, ce webinaire est interactif. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Et puis moi, je les vois apparaître de manière écrite et j'essaierai de les poser de la manière la plus pertinente qui soit, eh bien, à nos dirigeants. Donc, allons dans le vif du sujet. Christophe Bruno, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'Argo? Merci Jean-Baptiste de me passer la parole. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire concernant notre projet d'introduction, enfin notre introduction en bourse. Au cours de cette présentation, on va vous délivrer un maximum d'informations pour être transparent et vous expliquer comment on ambitionne de devenir l'un des leaders du reconditionnement en France. Donc, pour ma part, je m'appelle Christophe Bruno, j'ai 45 ans, j'ai passé toute ma carrière au sein des télécoms. Donc, j'ai démarré en 2005, avant 2005, j'ai commencé en 99 dans un réseau de multi-opérateurs qui s'appelait Phonehouse à l'époque. Puis, j'ai rejoint l'opérateur virtuel Virgin Mobile comme directeur commercial Grand Ouest. Et j'ai enfin volé de mes propres ailes en 2013 sur une franchise qui s'appelle Point Service Mobile, qui est devenue Save maintenant, et qui sont des boutiques destinées aux particuliers dans la réparation de smartphones. Donc, pour ma part, j'ai en charge la direction commerciale et marketing chez l'Argo. Bonjour Frédéric. Pour ma part, j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale en 99 avec un réseau de boutiques multi-opérateurs sur la région Ouest. En 2009, j'ai mis un pied dans le SAV avec la franchise Point Service Mobile, qui a la particularité d'être agréée par les constructeurs. Donc, on traitait aussi bien de la case d'écran que de la garantie constructeur. Christophe m'a rejoint en 2013 et en 2016, on a lancé l'Argo. Pour ma part, je suis en charge du sourcing et de la production. Bonjour Claire, j'ai 25 années d'expérience dans la finance d'entreprise. J'ai passé les 10 premières années de ma carrière professionnelle au sein du groupe Rémy Cointreau, successivement différentes fonctions de contrôle de gestion, zone filiale, holding, contrôle financier holding, consolidation et finalement direction financière de filiale. Après cette expérience, j'ai intégré le joli américain Tiffany & Co en tant que directeur financier pour la France. J'ai passé 15 ans dans ce groupe et quand je l'ai quitté, j'avais également dans mon périmètre la Belgique, la Hollande et la Suisse. Et j'ai rejoint l'Argo il y a quelques mois. Merci Claire. Également est monté à bord Olivier Blanchard au mois de février. Donc Olivier a un parcours dans les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet et les télécoms. Il a été directeur commercial pour Télécom Italia France puis Allemagne. Il a rejoint le groupe Virgin Mobile en 2010 pour y être directeur commercial. Et enfin, sa dernière expérience, il était directeur général de la startup Keywatch, une startup spécialisée dans l'autosurveillance. Et il a en charge le développement et la stratégie chez l'Argo. Ce premier slide pour présenter l'Argo au sein de l'économie circulaire. Donc, on a une particularité, c'est que nos clients sont également nos fournisseurs sur un premier canal d'approvisionnement, ce qu'on appelle le buyback. Donc, c'est du rachat de produits de particuliers par l'intermédiaire de partenaires, distributeurs ou opérateurs. Donc, c'est un premier canal d'approvisionnement. On en a un second, qui sont des brokers aux États-Unis. Donc, on achète énormément de volume sur les États-Unis et on agrège l'ensemble de ces produits sur notre usine qui est basée à Nantes. Donc, 100% de nos activités sont françaises. On reconditionne les produits et on les redistribue avec une garantie commerciale qui va de 12 à 24 mois. Donc, l'Argo est résolument ancré dans cette économie circulaire et on a commercialisé depuis notre création plus de 140 000 smartphones, économisant ainsi plus de 5 600 tonnes de matières premières et 4 200 tonnes de CO2. On a créé l'Argo sur 3 fondamentaux. Le premier, le sourcing, avec une direction des achats aguerrie à la sélection de canaux brokers, enfin de brokers et de canal buyback. Donc cette sélection est rigoureuse via un cahier des charges. Et on a également une équipe qui épaule la direction achat, une équipe technique à la partie production qui vient contrôler l'état cosmétique des produits avant de les envoyer sur la chaîne de reconditionnement. Tout le process industriel, il a été pensé avec Frédéric au début de la création de l'Argo et on l'améliore au quotidien. C'est un outil simple et productif. Et ce qui est extrêmement important, on maîtrise la qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on a une vraie traçabilité des produits
via notre outil ERP, de l'entrée des produits chez Largo jusqu'à leur après-vente. Et dernier point et non des moindres, la distribution omnicanal. Donc, vous le verrez par la suite, on développera, mais on est extrêmement présent chez des distributeurs français. C'est une de notre marque de fabrique. On est présent également sur des places de marché. On a ouvert récemment notre site e-commerce qui est en phase de test et qui sera complètement lancé d'ici l'été 2021. Et puis, on a également marketé une offre à destination des entreprises en reflet à leur politique RSE et qui est distribuée par Nicolas Esqueren, notre patron de BU. Donc, j'ai une première question qui est arrivée. Alors, tous les mobiles que vous réparez, vous les réparez pour votre propre compte. Vous ne réparez aucun pour le compte d'autres personnes. Hein. Non, 100% des produits qu'on reconditionne sont voués à la redistribution de produits, enfin à la revente de produits auprès de distributeurs, d'opérateurs ou de particuliers. On a une petite particularité, on fait de la réparation pour le compte de tiers sur la partie B2B, mais ça je le développerai un peu plus tard dans la présentation. Largo, c'est 3 lignes de produits avec une prédominance smartphonie depuis 2016. Et puis en 2019, le marché a une forte demande sur le marché de tablettes et de laptops. Donc on a commencé à sourcer ces produits puis à étoffer le process industriel sur 2019 pour lancer complètement la commercialisation des produits en 2020. Excusez-moi. Un peu d'histoire, donc Largo, création en 2016, juin 2016 exactement. Le premier investissement qui est fait par Largo, c'est le déploiement d'un ERP, puisqu'on est sur un marché de masse et on voulait offrir une vraie traçabilité. Avec une première centrale d'achat qui nous fait confiance, Cora. On continue bien sûr le recrutement local de partenaires et puis les branchements sur des places de marché. On accompagne cette croissance d'une levée de fonds d'1 million d'euros construite auprès d'Abab, qui est un fonds de business angel nantais qui nous suit depuis le début de l'aventure en amorçage. Grâce à cette levée de fonds, on acquiert les locaux industriels dans lesquels nous sommes actuellement. 2018, accélération, plus de 25 000 produits vendus. On a un premier partenariat avec SFR Business, donc un opérateur. Toujours le recrutement de nouveaux clients magasins, mais là sur un périmètre national. Et puis, on s'installe dans les nouveaux locaux en juin 2018. 2019, concrétisation de toute la prospection qui a été conduite au préalable, avec le recrutement de 2 enseignes, Système U et Bureau Vallée. Et puis, on recrute également GP10, un grossiste qui est basé dans le sud de la France, qui nous permet d'adresser 1500 petits revendeurs en France. On effectue pour accompagner cette croissance une levée de fonds, de nouveau avec Abab pour un second tour, ils renouvellent leur confiance. Et puis, se joignent à ces business angels 2 fonds d'investissement, PLP, Pays de leur participation porté par Ciparex et A+ Finance. Enfin, on lance notre SAV web service intelligent qu'on développera un peu plus tard dans la présentation. 2020, malgré la crise sanitaire, on maintient les volumes et on développe notre chiffre d'affaires. Et on commence des discussions très actives avec 3 opérateurs et que je développerai un petit peu plus tard. On lance également notre site e-commerce en novembre 2020. Dans l'entreprise, on a des pratiques sociétales et environnementales qu'on a souhaité structurer autour d'une politique RSE globale. Et on est accompagné dans cette démarche-là par un label qui est le label Lucie 26000. Et dont la labellisation, on aura cette labellisation à horizon 2021, enfin été 2021, autant pour moi. Et puis enfin, BPI France nous octroie son label entreprise innovante en novembre 2020. Pour résumer Largo en quelques chiffres, c'est 10,3 millions de chiffre d'affaires en 2020, une croissance de plus de 18% par an depuis 2017 et la possibilité pour nos clients de nous retrouver dans plus de 2000 points de vente en France. Alors, je vous propose maintenant de rentrer plus en détail dans la présentation. On va faire un point sur le marché, les avantages concurrentiels de Largo, le modèle économique et la stratégie commerciale. Alors, le marché, en France, il s'est vendu 2 600 000 smartphones l'année dernière. C'est un marché en valeur qui pèse 700 millions d'euros, qui connaît une croissance moyenne au niveau mondial depuis 2018 de plus de 13%.
En France, la croissance jusqu'à 2019 était autour de 10%. On a eu une accélération l'année dernière. On est monté à 14% de croissance. Donc, ça vient prendre des parts de marché sur le neuf de manière de plus en plus significative. Le premier facteur de croissance, c'est le prix. Quand vous avez un smartphone qui fait le job mais qui coûte 2 fois moins cher, forcément, ça fait accélérer le marché. Et vous avez d'autres facteurs qui arrivent et qui font que le marché va continuer à accélérer. Le premier, c'est l'empreinte carbone. Aujourd'hui, 75% de l'empreinte carbone totale d'un smartphone est directement imputable à sa phase de production. Aujourd'hui, toutes les entreprises, les opérateurs télécoms également sont en recherche de neutralité carbone. Et donc, ils ont vraiment besoin de trouver des produits qui vont les accompagner dans cette recherche de neutralité carbone. Il y a un engagement fort également des pouvoirs publics. Il y a la loi anti-gaspillage qui a été votée récemment. Également, depuis le 1er janvier 2021, sur les appels d'offres publics, 20%, au moins 20% des produits concernant les smartphones, les tablettes, les laptops, mais aussi d'autres produits, doivent être issus de l'économie circulaire. Il y a un autre point, il y a un vrai changement de comportement des consommateurs. Notamment en France, depuis que Free est arrivé, on n'achète plus son smartphone à 1 € avec son abonnement. Aujourd'hui, 3 Français sur 4 ont l'abonnement d'un côté et le smartphone de l'autre. Donc, on a vraiment conscience du prix du smartphone. Et puis enfin, le reconditionné est entré dans les mœurs. Aujourd'hui, on a plus d'un Français sur 2 qui est prêt à acheter un reconditionné. Alors, je vous parlais des opérateurs. Ils ont pris la parole en fin d'année dernière, notamment pour Orange et SFR. Orange annonce à horizon 2025 que 10% des volumes de vente seront faits sur du reconditionné. SFR est dans la même dynamique. Et un point important, c'est qu'un des prérequis des opérateurs, c'est que les produits soient reconditionnés en France. Comment ça s'organise sur le marché? Alors, d'un côté, vous avez les pure players web, les back market, Amazon, Fnac et compagnie. Donc, eux, ce sont des places de marché. Hein, ils ne reconditionnent rien du tout. Ils ne voient même pas les produits. Ils mettent en relation des acheteurs et des vendeurs et ils prennent leur commission. Vous avez Certideal également, qui est un pure player web. Alors, Certideal, initialement, son business model était de certifier la fonctionnalité d'un produit pour les transactions entre deux particuliers. Donc, les produits transitaient par les locaux de Certideal, passaient sur le banc de test et ils certifiaient la fonctionnalité du produit. Depuis 2-3 ans, pour faire face à la demande croissante sur leur site, ils ont également un atelier de reconditionnement. Et puis, vous avez les experts techniques, Smart, Itensia, Largo, Recommerce. Alors, Recommerce a quand même une particularité, c'est qu'ils sous-traitent leur conditionnement. Ils n'ont aucune unité de production. Ils sous-traitent leur conditionnement dans les pays de l'Est. Et puis, Smart, Itensia, comme nous, ont leurs ateliers en France. Smart est plus présent sur le web. Itensia a une forte présence web, mais également présent chez Electrodépôt et chez Orange, sur la partie retail et B2B, et une forte présence en B2B. Et Largo, comme Recommerce, a une présence vraiment multicanale, donc aussi bien présent sur le web, en retail, qu'en B2B. Est-ce que vous avez des acteurs étrangers, excusez-moi, est-ce que vous avez des acteurs étrangers qui interviennent massivement en France, des Asiatiques notamment? Alors, on a des acteurs étrangers qui interviennent massivement en France, notamment sur le web. Il faut avoir en tête aujourd'hui que sur les 2 600 000 smartphones vendus, il y en a 60% qui sont vendus sur le web et plus de 3/4 des ventes sur le web sont trustées par les Asiatiques et les vendeurs étrangers en général. Et il y a un vrai souci. Alors, Bercy est sur le sujet depuis longtemps, puisque ces vendeurs-là ne s'acquittent pas de la TVA. Vous le verrez plus tard, on est sur un business model où les marges sont inférieures à 20%. Donc, quand en face de vous, vous avez des concurrents qui ne payent pas la TVA, c'est un peu problématique. Bercy est sur le sujet. Il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2020 en France et 2021 en Europe qui porte la responsabilité du non-paiement de la TVA par un vendeur sur les places de marché. Maintenant, les lois sont sorties. Maintenant, dans les faits, aujourd'hui, voilà, ça ne bouge pas plus que ça. Et on suppose que la prochaine étape sera que les places de marché paieront directement la TVA au législateur pour ces vendeurs. Et là, du coup, forcément, ça donnera beaucoup d'air aux conditionneurs français et européens. Une fois, donc, les avantages différenciants. Donc, le sourcing. Le sourcing, on a 2 canaux d'approvisionnement. D'un côté, les brokers. Alors, qui sont les brokers? Ce sont nos partenaires qui ont les accords de reprise
auprès des opérateurs majeurs aux US et en Europe. On a monté le business model de l'Argo sur une appro 100% broker. Été 2019, on a commencé à démarrer les appros en buyback. Qu'est-ce que c'est que le buyback? C'est le fait d'aller chercher les produits directement dans des enseignes de distribution ou chez des opérateurs. Aujourd'hui, on reprend chez Auchan, à la Fnac, chez Orange en Belgique et Orange en Espagne. On a démarré l'appro buyback à l'été 2019. Les volumes ont commencé à grossir assez rapidement. En décembre 2019, on a pris plus de 1500 produits. Donc, ça représentait un quart de nos volumes d'appro. Et on s'est vite rendu compte que les prix d'acquisition étaient beaucoup plus intéressants que sur des acquisitions broker. Parce que quand j'achète un produit 100 € TTC en buyback, le même produit chez un broker, je vais le payer 120 € hors taxe, soit 134 € TTC. Donc, il y a un vrai gain à l'achat. Et aujourd'hui, quand on revend un produit issu du buyback, on a une marge brute 2 fois supérieure à celle d'un produit sourcé chez un broker. Maintenant, il faut quand même conserver les 2 canaux de sourcing. Pourquoi? Parce que chez les brokers, on peut avoir des volumes conséquents. Notamment, on peut avoir des volumes conséquents sur un grade cosmétiquement, sur un produit d'une qualité cosmétique proche du neuf, ce qu'on appelle chez nous le grade A+. Et ça, c'est parfait pour la distribution parce qu'aujourd'hui, un système U, un Bureau Vallée ou demain un opérateur Orange SFR, ils veulent des produits premium. Et le buyback, c'est très bien pour les produits usagés qui correspondent parfaitement aux besoins des clients qui achètent sur le web, que ce soit sur les places de marché ou sur notre site e-commerce. Parce que sur le web, le client souvent a préféré économiser 50-100 € pour avoir un produit qui a la même fonctionnalité qu'un grade premium, mais qui est usagé, qui présente des traces d'usure. Il mettra une coque et un verre trempé. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir les 2 canaux. Et donc, le buyback, qui est assez jeune chez l'Argo en termes de sourcing, va être amené à être fortement développé dans les mois et années à venir. Une fois que les produits sont sourcés, ils arrivent à l'atelier. Donc là, on a 4 grandes étapes. On a la réception, donc on vient grader les produits, on les intègre unitairement dans le RP, on efface les données et on met le produit à jour sur le dernier OS. On arrive en phase de test. Donc là, on vient tester la conformité des produits. On s'assure qu'ils ne soient pas blacklistés, notamment qu'ils n'aient pas été déclarés volés. Et puis, tous les produits qui ne répondent pas à notre cahier des charges sont retournés au fournisseur dans le cadre d'une appro broc et sont mis en quarantaine dans le cadre d'une appro buyback. Un point important, c'est que chez l'Argo, il n'y a pas de picking. 100% des produits passent sur les bancs de test. Ensuite, les produits passent en réparation. Donc là, on vient remplacer l'ensemble des pièces défectueuses. Et puis, on effectue un nouveau test complet. On ne vient pas tester uniquement ce qu'on a réparé, on effectue à nouveau un test complet sur chaque produit. Passe en contrôle qualité, on vient les nettoyer. Les tests qualité sont effectués et puis ils sont conditionnés pour mise en stock. Donc, les produits sont tracés dès qu'ils arrivent chez nous dans le RP. On est sur un temps moyen de reconditionnement aujourd'hui de 45 minutes par produit. Et puis, chaque produit fait l'objet d'un rapport d'intervention qu'on appelle, nous, le contrôle technique. En termes de capacité de production, on a traité un peu plus de 45 000 produits en 2019. En 2020, sur la base du 2e semestre, on est sur une capacité de 65 000 produits. L'atelier aujourd'hui est agencé en termes de postes de travail pour traiter 10 000 produits par mois. Et en rajoutant des postes de travail, on va pouvoir monter à 20 000 produits par mois, soit un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Ensuite, on va remonter un étage au-dessus de l'atelier, dans le bâtiment existant, à l'intérieur du bâtiment existant, pour monter à 20 000 produits complémentaires et donc traiter en tout 40 000 produits par mois, soit plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au niveau du test, c'est 123 tests de contrôle par produit. On vient tester bien sûr les batteries, les écrans, tout ce qui touche à la performance, connectivité, vraiment toutes les fonctionnalités du produit. On assure une garantie de base de 12 mois. On peut monter à 24 mois avec une extension de garantie. Et puis donc, on a un rapport d'intervention par produit. Christophe, vous parlez du SAV. Alors, c'est extrêmement important pour nous, le SAV. On a passé un certain nombre d'années en retail et on se souvient, c'est toujours compliqué quand le client vient vous voir avec son produit en panne, vous n'avez pas les compétences pour le réparer. Vous l'envoyez dans un centre de réparation agréé, puis vous n'avez pas trop d'informations sur l'évolution de la réparation. Donc nous, déjà, on a mis un web service en place pour que nos clients distributeurs, mais aussi le client final, soient informés de l'évolution de son produit dans le process SAV. Donc, il sait quand le produit arrive chez nous, quand il part en diag, est-ce qu'il est garanti, hors garantie, quand il est réparé, quand il repart de chez nous.
Et puis, on a pris un engagement très fort en termes de délai. Vous prenez un centre de réparation agréé. Aujourd'hui, sur du neuf, il est en moyenne à 8 jours de délai. Chez Largo, c'est 72 heures maximum. Et dans les faits, on a plus d'un produit sur deux qui est traité le jour même, c'est-à-dire qu'il arrive le matin et il repart le soir. Donc ça, c'est un engagement extrêmement important, notamment pour nos distributeurs. On est les seuls à avoir ce délai. Et puis, toutes les semaines, le SAV se réunit autour d'un board. Donc, il y a les techniciens, les commerciaux, le service client. Et puis, ils nous remontent des informations. Ça nous permet d'améliorer le process industriel et mieux suivre la qualité de nos fournisseurs. Donc, j'ai une question avec vos distributeurs. Donc, oui, j'ai une question sur les engagements. Il y a des mobiles qui viennent d'un distributeur et qui repartent vers ce même distributeur. Pardon? Il y a des mobiles qui viennent d'un distributeur, qui sont réparés par vous et qui repartent vers ce même distributeur. Si j'ai bien compris, cet engagement de… Le produit, il arrive. Donc, le produit, c'est un produit qui appartient à un client final, qui a une panne, qui est déclarée. Donc, il arrive chez nous, on le répare et on le renvoie, oui. D'accord, c'est la réparation. On est là sur le mode de la réparation. D'accord. C'est une question qui a été posée, c'est clair. Oui, on le répare et on le renvoie, ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, on a plus d'un produit sur deux qui est traité le jour même. C'est-à-dire que ça arrive le matin, ça repart le soir. Nous, les flux de SAV, ils ne sont pas traités, ils ne sont pas mis dans le flux de prod classique. On a un flux spécifique pour le SAV. C'est ce qui nous permet d'être très réactifs. OK. Je reprends la main. Donc, Largo est organisé en deux grandes BU commerciales. Une BU vente indirecte qui porte l'ensemble de nos canaux physiques, donc distributeurs ou opérateurs. Et puis un canal vente directe qui porte les places de marché et plus récemment le site marchand. Alors, petit élément de marché, petite information de marché, la plupart de nos confrères distribuent 60% de leur production sur le web. Donc, on est atypique dans la profession puisqu'on a une vraie présence sur la partie physique et qu'on s'inscrit comme le partenaire des distributeurs et des opérateurs dans les prochains mois, prochaines années. En revanche, ça nous offre des leviers de croissance extrêmement forts sur la partie digitale et je développerai notre stratégie digitale un peu plus tard dans la présentation. Ce slide pour vous montrer Largo comme une entreprise résolument tournée vers la croissance puisque d'une année sur l'autre, on a étoffé notre portefeuille client par le recrutement d'enseignes plus ou moins importantes. Et on est fiers d'avoir perdu aucun client depuis le début de l'activité de Largo. On a notre portefeuille qui grossit, mais on ne perd pas un seul client depuis le début de l'activité de Largo. Un petit business case pour illustrer mes propos sur le slide d'avant. Bureau Vallée est une enseigne avec qui on a contractualisé en 2019, qui est spécialisée dans la vente de produits de papeterie et bureautique à destination du petit pro ou du particulier, avec une forte appétence sur les produits éco-conçus ou éco-recyclés. 2017, il se lance dans l'aventure mobile reconditionnée par l'intermédiaire d'un grossiste. La première année se passe super bien, 20 000 produits vendus, un engouement fort de la part du réseau de franchisés. En 2018, douche froide avec une dégradation forte des lots d'un point de vue cosmétique et des niveaux de SAV qui explosent. J'étais en contact depuis plusieurs mois déjà avec Étienne Lindas, le patron des achats de chez Bureau Vallée. Donc on s'est revu fin d'année 2018 pour essayer d'élaborer un plan pour regagner la confiance du réseau de franchisés. Donc on a ouvert le réseau en direct avec mes équipes de sédentaires de février à octobre. On a obtenu des bons résultats puisqu'on a fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires sur ces 7 premiers mois d'activité. Oui, j'ai peut-être une question. Non? Ok, non. Je continue alors. Fort de ce succès, la centrale d'achat nous a ouvert un premier catalogue en fin d'année 2019, en novembre. On fait un chiffre d'affaires de plus de 200 000 € sur cette opération. Tout ça pour nous emmener à un chiffre d'affaires quasiment à 700 000 € sur la première année d'activité. 2020, malgré le contexte sanitaire, on accentue le partenariat avec Bureau Vallée. 4 opérations de tract dans l'année, une ouverture du réseau DomTom, puisque l'enseigne est extrêmement présente dans les Caraïbes, Nouvelle-Calédonie et Réunion. Et tout ça pour nous amener un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions et plus de 14 500 produits vendus sur cette année.
2021 s'annonce de très bon augure avec l'enseigne, puisqu'on s'est écrit 4 millions d'euros cette année. Alors, avec Frédéric, quand on a créé l'Argot, on a d'abord créé un projet humain. Donc, on a 40 collaborateurs qui nous accompagnent au quotidien, avec un turnover qui est assez faible. Donc, on est ravis de porter ce projet. Et on a souhaité le faire dans la région nantaise, puisqu'on est attaché à nos territoires. On est tous les deux nantais et on a décidé de développer l'activité en France. On a ouvert également notre capital à certaines tranches de salariés l'année dernière, en juillet 2020. Et je pense qu'on continuera à ouvrir le capital à certains collaborateurs. On a également souhaité connaître notre niveau de maturité ESG avec Frédéric. Donc, on a fait une notation Etifinance en fin d'année dernière. On a obtenu un score de 48 sur 100 versus un panel d'entreprises de taille comparable à 32 sur 100. Si vous le souhaitez, on peut vous communiquer un peu plus d'informations sur cette partie-là. Donc, malgré on est résolu, vous l'aurez compris, on est résolument inscrit dans l'économie circulaire. On a cette raison d'être et cette envie de développer l'usage de produits de seconde vie. Malgré cela, on a pris des engagements forts sur deux, trois points. Le premier, c'est le remplacement de notre packaging actuel, qui est un packaging industriel par un emballage éco-conçu. On est en train de travailler avec un cartonnier de la région nantaise pour développer ce packaging qui verra le jour au 3e trimestre 2021. Également, on a lancé une enquête auprès de nos collaborateurs avec différentes thématiques d'associations pour pouvoir accompagner une association environnementale ou sociétale dans son activité. On a pris un peu de retard, on sera prêt, je pense, sur le dernier trimestre 2021. Et je vous parlais de démarche de labellisation Lucie, RSE. Donc, on est à l'œuvre et on est à la tâche avec des équipes. On a une vingtaine de collaborateurs avec qui on travaille sur la rédaction de cette politique RSE pour la labellisation à horizon juillet 2021. En parallèle de cette démarche RSE, on a démarré des discussions avec une société nantaise qui s'appelle Tuvalu, qui permet de mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc, il était temps de se pencher sur le sujet. Et donc, on a avancé avec cette startup qui est une solution, qui est éditeur de solutions et qui permet de descendre jusqu'au scope 3 dans l'analyse du bilan carbone et surtout de jalonner le parcours d'amélioration de l'empreinte carbone de l'entreprise au cours des 3 prochaines années et de mettre en exergue les points sur lesquels on doit s'améliorer. Je vais laisser la parole à Claire sur la partie financière. Bien, quelques chiffres. Donc en 2020, nous avons pour la première fois dépassé le seuil des 10 millions d'euros, et ce malgré une année et surtout un premier semestre significativement impacté par le Covid et par la fermeture des magasins dits non essentiels. Donc notre chiffre d'affaires 2020 est en hausse de près de 11% par rapport à l'année 2019. En termes de répartition, 89% de ce chiffre d'affaires a été fait à partir de produits reconditionnés qui sont donc au cœur de notre stratégie. En valeur absolue, cette part a augmenté de 4% par rapport à l'année dernière. Même si on a vendu un petit peu moins en volume, le prix de vente moyen a progressé et est passé de 207 à 224 € par unité. La partie produits neufs a augmenté de façon importante puisqu'elle a été multipliée par 5. Même si elle n'est pas directement au cœur de notre stratégie, nous avons souhaité accompagner nos clients dans cette année un petit peu particulière qui avaient ce type de besoin. Donc, c'est pour ça que ça a augmenté de façon importante. En termes de type de distribution, donc près de 80% de notre chiffre d'affaires est fait avec la distribution générale ou sélective et avec des contrats qui sont détenus en direct par l'Argot. C'est quelque chose qui nous caractérise par rapport à nos petits concurrents, puisque en général, le chiffre d'affaires dans ce secteur est fait majoritairement sur les places de marché. L'augmentation entre 2019 et 2020 s'explique par le fait qu'on a ouvert 2 clients importants, 2 centrales importantes en 2019 qui ont pris complètement leur envol en 2020, dont Bureau Vallée, dont Christophe vous a parlé juste avant. Quelques éléments de notre compte de résultats. Donc, tout d'abord, nous suivons le business à l'aide de 3 indicateurs clés. Le premier, c'est le chiffre d'affaires.
Le second, c'est la marge après coût de reconditionnement, puisque nous sommes un reconditionneur et que ça fait partie intégrante de notre stratégie. Et le troisième, c'est l'EBITDA. Donc, le chiffre d'affaires, j'en ai parlé juste avant. Juste un petit stop sur la marge brute. La marge brute a baissé entre 2019 et 2020, à la fois en pourcentage de chiffre d'affaires et en valeur absolue. Principalement deux explications. Donc, la première, c'est un choix stratégique de la société d'orienter ses achats via un autre canal. Auparavant, on achetait uniquement via les brokers et notamment les grades A, B, C également. Et donc, on a choisi de passer en achat buyback qui nous laisse beaucoup plus de marge. Et donc, du coup, début 2020, on a vendu une partie de notre stock qui avait été précédemment acheté via les brokers à des prix de marché. Et du coup, la marge s'en est trouvée. Continuer à le fidéliser, mais ça a impacté notre marge de 2020. En termes de coût de reconditionnement, notre coût de reconditionnement en pourcentage de notre chiffre d'affaires a diminué entre 2019 et 2020. L'explication essentielle, c'est une augmentation des volumes produits. Donc, du coup, mathématiquement, les coûts fixes s'écrasent et vont continuer à s'écraser dans le futur. D'où cette baisse. Pour l'EBITDA, nous avons identifié 3 leviers de marge qui vont porter l'Argo à un EBITDA positif dès 2022. Le premier, c'est la montée en puissance des achats buyback dont je vous parlais précédemment, qui nous laisse une marge 2 fois supérieure à des achats via les brokers. Le second, c'est une automatisation du process de production. Donc, à la fois une automatisation sur le début et la fin de la chaîne, et puis une revue complète aussi du process de la partie qui restera manuelle du reconditionnement. Le troisième levier, c'est la mise en place d'un contrôle de gestion par client et par produit qui nous permet à l'équipe commerce de mieux driver ses marges et puis qui nous permet également d'arbitrer quand il faut qu'on paye. Juste pour vous donner un petit peu de visibilité sur le premier trimestre 2021, donc en termes de chiffre d'affaires, on a une croissance très très importante, on est aux alentours de plus 80%, et en termes de marge brute, on croît aussi significativement par rapport à l'année dernière. Alors, quelques éléments sur notre bilan. Donc, dans les immobiliers. Pardon? Oui, j'avais juste une question, c'était sur le seuil de rentabilité. Alors, je sais que la marge est différente selon si c'est du buyback ou si c'est du broker, mais quel niveau de production ou de nombre de mobiles situez-vous votre seuil de rentabilité? Alors, le seuil de rentabilité, en fait, on va l'atteindre en 2022, puisqu'on prévoit d'avoir un EBITDA positif. C'est à peu près 25 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Et en termes de nombre de mobiles, pour à peu près voir la progression que vous avez à faire en termes de nombre de production, de nombre de mobiles. Oui, ça fait à peu près 100 000, un peu plus de 100 000 mobiles. Donc, si je reviens au bilan, dans les immobilisations corporelles, principalement 2 éléments. Alors, je crois qu'on ne l'entend pas, pour ma part.
Allô? On vous voit, mais on ne vous entend pas, j'ai l'impression. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Parfait, désolé. Est-ce que vous... Alors, j'étais sur le besoin de fonds de roulement. C'est ça, vous m'entendiez avant? Je pense que c'est intéressant. Il y a aussi beaucoup de questions sur les fonds propres, effectivement sur le BFR aussi. Allez-y. Ok, donc le besoin en fonds de roulement a baissé de façon significative entre décembre 2019 et décembre 2020. L'explication essentielle, c'est un recours accru au 31 décembre 2020 au factoring, puisqu'on avait un encours de 2,3 millions qui était à peu près doublé par rapport à ce qu'on avait l'année précédente. Juste quelques informations au sujet de l'emprunt obligataire convertible qui est au passif pour 450 000 €. Donc, en fait, il a été émis en juillet 2019, souscrit par A+ Finance et PLP Participation. La partie PLP Participation, pour à peu près 200 000 €, a fait l'objet en début d'année 2021 d'un remboursement anticipé pour que PLP puisse continuer à nous accompagner, souscrire à un autre emprunt obligataire convertible qu'on a émis fin février et qui, lui, a vocation à être converti en action au titre à la fin de l'opération. La partie A+ Finance, en revanche, aura vocation à être remboursée. Je peux prendre quelques questions si vous le souhaitez. Vous avez des questions sur les fonds propres. Donc, si vous avez plus de précisions sur les fonds propres. Et après, oui, sur l'introduction en bourse, après, plus après sur les données de... Alors, donc sur les fonds propres, on est à fin décembre en fonds propres négatifs. Bon, c'est assez classique d'une société, d'une start-up qui a grandi très très vite et qui n'est pas encore à l'équilibre. Donc, qui a investi pour le moment beaucoup et qui prévoit d'avoir son équilibre en 2022. Donc, avec l'augmentation de capital, on va pouvoir reconstituer nos fonds propres et continuer notre développement, investir là où on a besoin d'investir, notamment aussi en fonds de roulement, puisque on va en avoir besoin avec l'augmentation rapide du business, et continuer notre développement. Merci Claire. Donc on est sur un marché en cours de construction où il y a des prises de parts de marché qui vont être significatives dans les prochains mois, prochaines années. Donc l'Argo, on a établi une stratégie autour de ce marché et de ce développement qui va se développer en deux axes. Le premier, une consolidation de nos positions. Donc je vous le rappelle, 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur la distribution physique, où les marges sont moins bataillées que sur la partie web. Donc, on va construire et développer notre plan d'affaires avec nos clients existants. Les équipes commerciales sont déjà à l'œuvre depuis début 2021 et on a des bonnes tendances sur ce premier trimestre. On va également recruter de nouveaux partenaires plus gros que ceux qu'on a actuellement. Donc, je peux vous donner des pistes. Donc, on a des produits qui sont en phase de test chez Boulanger. On est en appel d'offres sur un catalogue chez Auchan. Et bien sûr, on discute avec des gens comme Conforama, Darty, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de conforter nos positions sur la partie retail. Après, on a trois axes de développement. Le premier, les opérateurs. Frédéric en a parlé tout à l'heure. Donc, les opérateurs ont pris la parole en fin d'année dernière par la voix de Stéphane Richard, le patron d'Orange, qui a annoncé la neutralité carbone pour Orange d'ici à 2040. Donc, ça passe par un ensemble de mesures dont le mobile reconditionné fait partie. Et en fin d'année dernière, vous avez dû le voir, il y a eu des publicités extrêmement fortes de la part d'Orange sur un programme qui s'appelle RE, donc qui intègre la reprise de smartphones, la vente de produits reconditionnés et le recyclage. Donc, il y a une vraie prise de parole de la part d'Orange qui a été accompagnée de la prise de parole de SFR dans la foulée au mois de novembre avec un communiqué de presse qui s'appelle J'agis avec Altis et dont le premier critère est la vente de produits éco-responsables. Donc, il y a les deux opérateurs majeurs en France ont pris la parole de manière significative en fin d'année. Juste quelques éléments de marché. Les opérateurs représentent aujourd'hui à peu près 40% des ventes de smartphones en France. Et l'année dernière, ils ont pesé uniquement 10% des ventes de produits reconditionnés. Donc, ils sont en retard sur leurs objectifs, mais ils vont rapidement démocratiser les choses. J'en veux pour preuve que l'offre Orange reconditionnée était disponible uniquement sur le web. Depuis fin d'année, ils sont en train de refiter leurs agences pour intégrer du merch
destination des produits reconditionnés. Donc, ils ont une force de démocratisation, Orange le premier, pour accélérer ce business. On est déjà, on travaille déjà avec un opérateur dans les Caraïbes qui s'appelle Digicel, donc qui est le 3e opérateur des Caraïbes, dont on a signé le contrat au mois de février et commencé les premières livraisons au mois de mars. On est en train de finaliser des discussions avec Meo également, qui est un opérateur portugais. Sur la partie supply, c'est réglé. Il reste quelques points de discussion sur la partie SAV. Donc, et également, on a des discussions avec Bouygues et Free. Un des prérequis chez les opérateurs, puisque cette stratégie s'intègre dans leur politique RSE, c'est que le reconditionnement soit effectué en France. Et ben Largo, c'est 100% de ses activités en France, donc on rentre dans le scope des fournisseurs adressables par les opérateurs. Et puis dernier point, je vous parlais d'un SI assez consolidé. On a aujourd'hui la possibilité d'interfacer rapidement nos outils informatiques, que ce soit sur la prise de commande en EDI ou l'interfaçage avec les outils SAV. On est en mesure de le faire très rapidement avec les opérateurs. D'accord. Alors vous avez parlé des opérateurs, j'ai plusieurs questions, non pas sur les opérateurs, mais sur les fabricants, notamment sur Apple. Comment Apple soit-il des gens comme vous qui leur font quelque part de la concurrence et quelle est leur position? Est-ce qu'ils vont faire des produits qui seront de plus en plus difficiles à reconditionner? Voilà. Quelle est leur perception? Alors, je ne suis pas porte-parole d'Apple, mais je vais parler sur. Aujourd'hui, Apple ne communique pas sur la partie. Enfin, ils n'ont pas pris la parole sur les reconditionneurs. En revanche, on a des convictions. La première chose, c'est qu'Apple, ils sont propriétaires de leur système d'exploitation. Et donc, quand vous achetez un Apple neuf, ou que vous achetiez un Apple neuf ou un Apple reconditionné, la consommation d'applications est profitable à Apple. Donc, ils ne prennent pas de position parce que vous avez une part de marché officielle sur les produits neufs. Et de l'autre côté, ils occupent une place de marché, ils ont une part de marché non officielle via les produits reconditionnés. Et le client qui a un produit reconditionné, ben, il va bien consommer de l'application au même titre qu'un client sur le neuf. Donc aujourd'hui, Apple ne prend pas position sur cette partie-là. Au contraire, je pense qu'ils sont même ravis d'avoir des produits en circulation en marge de leur part de marché historique. Deuxième point, Apple aujourd'hui fait déjà du produit reconditionné. Ça s'appelle le CPO. Sauf que le décrochage de prix entre un produit neuf et un CPO Apple est de l'ordre de 10 à 15%, quand sur un produit reconditionné, on est plutôt de l'ordre de 30 à 50%. Donc, ce n'est pas du tout leur stratégie à Apple aujourd'hui de faire du produit reconditionné. Ils en font un petit peu pour la forme, mais leur stratégie, c'est bien de vendre du produit neuf avec des fortes valeurs d'achat, des fortes valeurs de vente pour générer de la marge. Et il y avait une troisième question, un troisième point, j'ai égaré. Est-ce que vous pourrez peut-être me orienter, Jean-Baptiste? Non, c'était vous avez répondu, je pense, la position d'Apple par rapport à des gens comme vous qui peuvent faire la concurrence, ou est-ce qu'ils vont bloquer leurs produits? Non. Alors si, vous parliez de la réparabilité, c'est ça. C'est pas du tout dans l'air du temps aujourd'hui de faire des produits qui sont pas réparables, parce qu'il y a un dispositif qui est sorti en début d'année qui s'appelle l'indice de réparabilité. Et je pense qu'en termes de transparence et vis-à-vis du consommateur, s'ils commencent à avoir des notes qui ne sont pas bonnes sur cet indice de réparabilité, ça ne va pas leur faire bonne presse. Donc, ils ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Deuxième axe d'accélération pour Largo, la partie digitale. Donc, on a lancé ce site marchand. On est en train de travailler à la ligne éditoriale. Donc, on va parler un peu différemment à nos prospects sur le web et nos clients particuliers sur le web. On va pas parler comme un back market qui parle uniquement de prix ou un Amazon. Nous, on va parler bien sûr de prix. On va parler aussi de services, de reconditionnement en France, de SAV. Voilà, on est en train de finaliser cette ligne éditoriale. Et en face, on a mis un plan média, effectivement, pour référencer le produit et acquérir du client. Donc, on va faire du Google AdWords comme tout le monde, du payant. Mais également, on a d'autres pistes. On travaille énormément sur les réseaux sociaux. Donc, on a du Instagram et du Facebook, bien sûr. Mais on est en train de regarder également TikTok de manière très pointue, puisque en fait, on a une grosse part de clients qui sont des primo-accédants et qui utilisent ce nouveau réseau social comme vecteur de communication.
Et on discute également avec des influenceurs pour développer notre marque. En parallèle de cette ligne éditoriale un peu différente et de ce plan média, on va créer des ruptures d'expérience client. Alors, il y en a une qui est plutôt transverse et on va dire à vocation de transparence vis-à-vis du client. C'est ce qu'on appelle le contrôle technique du mobile. On fait pas mal de pendant avec le marché de l'automobile d'occasion sur nos marchés, même si le nôtre est plus récent. Quand vous achetez une voiture d'occasion aujourd'hui, vous avez systématiquement un contrôle technique qui vous est remis. C'est légal. Aujourd'hui, le législateur n'a pas eu le temps de trop mettre son nez dans notre activité parce que l'activité est nouvelle. Donc, il faut que la transparence vienne des acteurs du marché. L'Argo va se positionner fortement sur le deuxième semestre 2021 en publiant des contrôles techniques de chaque mobile. En fait, dans notre outil industriel, à chaque fois qu'on finit un test sur un produit, on a un rapport de test qui sort en PDF, donc qui aujourd'hui est difficilement compréhensible par un utilisateur lambda, mais on est en train de le marketer, ce contrôle technique, et de le rendre disponible à l'ensemble de nos utilisateurs à partir du mois de septembre-octobre l'année prochaine, par l'intermédiaire d'un QR code qui sera présent sur l'ensemble de nos boîtes. Et donc, l'utilisateur pourra flasher ce QR code et obtenir son rapport de test. Ça permet plus de transparence vers le client sur l'origine de son produit, ce qui a été fait par le reconditionneur, et c'est surtout, ça apporte de la réassurance sur le fait que le produit est passé entre les mains d'un professionnel qui apporte une garantie commerciale. Aujourd'hui, vous achetez un produit sur Back Market, sur n'importe quelle plateforme de vente d'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir si le produit vient de l'étranger, si la batterie a été changée, si il y a eu des actions sur les écrans, etc. Donc on flotte un peu il y a un peu un flou général sur ce qui se passe sur le téléphone. Nous, on va changer ça et on va créer cette rupture de transparence vis-à-vis du client à partir du mois de septembre. Deuxième axe de différenciation est plutôt à vocation du digital et à porter l'expérience magasin sur le digital. Donc, on a une réflexion d'automatisation de la production. Frédéric le développera un peu plus tard dans les leviers de croissance de marge. Inscrit dans ce process d'automatisation, on a un process de vidéo 360. Donc, on va filmer nos téléphones sur 360. Toujours un pendant avec le marché de l'automobile d'occasion. Quand vous achetez une voiture d'occasion, vous achetez la voiture, pas sur une photo du catalogue neuf du constructeur, mais bien sûr sur la voiture d'occasion que vous allez acheter, avec ses bosses, ses rayures, ses petites griffes à droite à gauche. Un client sur le web aujourd'hui, quand vous achetez l'expérience client qui est proposée par les plateformes de vente aujourd'hui, je veux m'acheter un grade B, un iPhone grade B, c'est-à-dire que techniquement il est bon, mais par contre cosmétiquement il est un peu abîmé. La seule chose que me proposent les plateformes aujourd'hui, c'est de choisir mon mobile en grade B sur une base de photos neuves. Ce qui est une hérésie totale, puisqu'en fait, on crée de la déception à la réception du client, à la réception du produit par le client, plutôt que de l'engouement sur ce marché. Donc, ce qu'on va faire, tous les grades inférieurs, donc les grades A, B, C, D, qui seront vendus par l'Argo, auront le bénéfice de cette vidéo 360. Et dans le tunnel d'achat du client, bien sûr, il ira choisir son modèle, son iPhone 8 64 Go grade B sur la base d'une photo neuve, mais dans le tunnel d'achat, juste après sa sélection, il aura la possibilité de regarder 3 vidéos différentes de 3 iPhone 8 en grade B, par exemple, et choisir le produit qu'il souhaite recevoir dans sa boîte aux lettres. On va créer une rupture sur 2 points. Un, les plateformes de type Back Market, Amazon ne pourront jamais réaliser cette prestation-là pour le client final. Pourquoi? Parce que ce sont juste des metteurs en relation entre un vendeur et un acheteur. Nous, on est à la genèse de la production, donc on va pouvoir emmener cette expérience vidéo, embarquer cette expérience vidéo dans tous les achats qui sont faits sur notre site. Et deuxième vertu, on va enlever le côté déceptif puisque ce sera le client qui sera acteur de son choix. Donc ça, c'est quelque chose qui sera mis en place début 2020. On est en train de travailler avec l'ICAM, l'école d'ingénieurs de Nantes, pour des études de faisabilité, qu'on aura un retour en mai. Et puis un début de travaux, je pense, à l'horizon de l'automne 2021 pour une mise en prod sur le premier semestre 2022. Également, en dehors de ces ruptures et puis de cette nouvelle ligne éditoriale, on va emmener notre site sur l'Allemagne à horizon 2022, plutôt fin 2022. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'il y a une vraie appétence des Allemands sur les produits green, et c'est le premier marché d'Amazon sur ce type de produit. Donc, on va essayer d'aller adresser nos amis et voisins allemands d'ici 2022.
Et puis, dernier point, un point très important pour nous, à l'instar des opérateurs, les entreprises développent de plus en plus de politiques RSE. Et nous, fort de cette analyse-là, on a créé une offre commerciale qui s'appelle Blue Pearl, qui intègre du mobile reconditionné, de la reprise de flotte, donc de l'ancien parc du client, de l'accessoire éco-responsable et un certain nombre de services d'infogérance. Donc, on a une offre 360 éco-responsable à destination des entreprises et on va adresser le marché de deux manières. Le premier en direct, donc on a un patron de BU qui s'appelle Nicolas Lescarré, qui est un ancien directeur commercial SFR Business, qui a commencé le travail depuis le mois d'octobre, qui est à la tâche depuis le mois d'octobre et qui a déjà ouvert 2 contrats d'infogérance. Un premier avec Catamania, qui est une SS2I nantaise avec une gestion de flotte de 700 produits. Et puis, on a également contractualisé avec Vorwerk tout récemment, l'inventeur du Thermomix, pour gérer ses flottes de tablettes auprès de ses VRP. On fait de l'infogérance, de l'entrée et de la sortie du SAV, mais également on commence à leur commercialiser des produits, des iPads reconditionnés. Donc ça, c'est le premier axe d'adressage des entreprises, en direct Largo vers les entreprises. Et puis, je vais refaire un pendant avec nos amis opérateurs. Quand vous rentrez chez un opérateur sur l'offre grand public, donc à destination du grand public, c'est-à-dire les boutiques et le web, votre offre de mobile redescend systématiquement sur les offres business. Alors, Orange Business Solutions pour Orange, SFR Business pour SFR et Bouygues Télécom Entreprise pour Bouygues Télécom. Et l'objectif avec Nicolas, c'est d'aller s'adosser à des opérateurs pour obtenir du leads en ayant des actions de formation auprès des équipes commerciales de ces opérateurs et en démocratisant un discours auprès des entreprises sur l'utilisation de produits éco-responsables et la valorisation de leur flotte. Il y a un point très important, jusqu'à présent, un DSI d'entreprise, il avait des armoires pleines de téléphones sans savoir ce qu'il allait en faire. Donc aujourd'hui, il y a une offre que Largo va proposer, c'est de dire au DSI, vos téléphones que vous avez dans vos placards, ils ont de la valeur, nous on va vous les racheter et on va vous proposer un parc éco-responsable. Donc, il commence à avoir une prise de conscience des décideurs d'entreprise sur ce sujet-là. Et donc, Largo va les accompagner dans les prochains mois, prochaines années pour transformer leur flotte en flotte éco-responsable. Et je vais laisser la place à Frédéric sur les leviers de marge. Alors, les leviers de marge pour accompagner ce développement commercial, il y en a aux achats, en production et en vente. Aux achats, donc on va développer des nouveaux canaux d'acquisition buyback en recrutant une équipe dédiée. Donc ça, c'est en cours. On va lancer des programmes également de reprise pour nos clients en marque blanche avec Comparicycle. Donc on va lancer des programmes de reprise en discussion avec Système U, Bureau Vallée et GP10, donc chez nos clients. Et puis également, fin d'année, donc on va aller chercher les certifications ISO 14001 et 9001. Ça nous permettra dans un second temps d'aller chercher la certification US R2 2013, qui est un des prérequis pour participer directement aux enchères des opérateurs majeurs, aux enchères de produits used, des opérateurs télécoms majeurs sur les États-Unis. Sur la production, donc forcément, on va réaliser des économies d'échelle avec l'augmentation des volumes traités, avec peu de ressources supplémentaires. Et puis, on a confié une mission R&D à l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs en local. On a choisi l'ICAM notamment parce qu'elle a déjà travaillé sur un robot pour une enseigne de réparation, sur un robot qui sait démonter n'importe quel smartphone. Et donc, ils sont en train de plancher sur l'optimisation des process et l'automatisation d'une partie de la production pour automatiser un certain nombre d'étapes de la production. Et puis sur la vente, Claire est arrivée en octobre dernier, elle a mis en place un contrôle de gestion par client et par produit, donc qui permet aux équipes commerciales d'être plus fines, notamment sur le pilotage de leurs marges. Le site marchand qui va nous permettre à terme de supprimer les commissions de place de marché. Et puis des actions test and learn qu'on a de manière continue pour venir étoffer la gamme et faire évoluer la gamme des produits. On a récemment rentré une gamme de keyboard, de clavier et souris pour les laptops. Donc la levée de fonds va nous permettre d'investir dans le site marchand, dans le process de reconditionnement, dans l'usine, de renforcer les équipes en buyback, en IT, en achat, en vente,
d'investir en marketing, communication, marketing digital, la communication institutionnelle, mais aussi le trade marketing, ça c'est très important pour accompagner nos clients retail à avoir une meilleure rotation sur les produits, et puis financer le BFR en association avec l'accélération des ventes. Les objectifs financiers à moyen terme, 2022, c'est un EBITDA positif. 2025, en croissance organique, c'est un chiffre d'affaires de plus de 70 millions, un EBITDA de 7%. Alors, Largo, pour résumer, on est forcément un acteur engagé dans l'économie circulaire, un management expérimenté et surtout très complémentaire. Il y a un vrai consensus des opérateurs télécoms, du législateur, des entreprises en faveur d'une offre plus responsable. Aujourd'hui, on a un socle très solide de clients retail. 80% de nos clients sont des clients retail qu'on a en direct. On ne passe pas par un grossiste. Et puis enfin, la transparence. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre ADN. C'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est en bourse et qu'on n'est pas en private. La transparence avec les investisseurs, avec le retail, nos clients distributeurs, opérateurs, et la transparence avec l'utilisateur final, le client final. On a fini avec les présentations. Je passe la main à Cyril, qui va vous présenter les modalités de l'opération. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Cyril Gontier de la société Ports en Part, qui accompagne Largo dans son introduction en bourse aux côtés d'Allegra Finance. Nous sommes aujourd'hui très heureux de lancer la deuxième vague d'IPO après la première vague d'IPO au cours du mois de janvier-février qui a connu un succès formidable. Je vous propose de rentrer dans les détails des modalités de l'opération. Donc, nous avons une cotation sur le marché Euronext Growth à Paris avec un mnémonique A2L Géo. Une offre publique en France avec des ordres A1 et A2, A1 jusqu'à 200 titres, un placement global également auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. La fourchette de prix est comprise entre 9,87 € et 13,35 € par action, ce qui représente un montant de 17,3 millions d'euros en milieu de fourchette et un montant avec un montant de 15 millions d'euros d'augmentation de capital et 2,3 millions d'euros d'actions cédées. L'offre pourrait être portée en milieu de fourchette jusqu'à 22,5 millions d'euros après exercice des clauses d'extension et clauses de surlocation. À noter qu'il y a des engagements de souscription à hauteur d'un petit peu plus de 5 millions d'euros, ce qui représente environ 30% du montant de l'offre, des engagements de souscription dont Olivier Blanchard, qui a rejoint la société récemment, mais aussi des fonds d'investissement, Vatel Capital, Celi Finance, Aurore Invest et IM Hotel. Vous avez la capitalisation boursière sous les yeux, une capitalisation boursière avant exercice des différentes clauses de 37,5 millions d'euros et à 42,7 après exercice des différentes clauses et toujours en milieu de fourchette. Le flottant de l'opération sera compris entre 46,1% sans clause et 52,7% avec les différentes clauses tirées. À noter également des engagements de conservation. Les fondateurs de la société, les dirigeants de la société sont engagés à conserver leurs actions pendant 365 jours. D'autres actionnaires historiques, et notamment, je pense à des business angels, se sont aussi engagés à conserver leurs titres pendant une durée de 365 jours, mais avec la possibilité de cession, mais uniquement si le cours de cession est supérieur à 125% du prix de l'IPO. Allegra Finance intervient en tant que listing sponsor de l'opération et nous avons l'honneur d'être chef de file et teneur de livre de l'opération. Alors, en termes de raison de l'offre, comme l'a développé tout à l'heure Christophe et Frédéric, 80% sera dédié au déploiement de l'offre sur 3 canaux de vente et 20% à conforter les positions actuelles dans la distribution. Sur les 3 canaux de vente, on a bien évidemment le développement via les opérateurs. Le deuxième canal de vente, c'est le développement de l'offre B2C, notamment au travers du site relaxmobile.fr. Je vous invite tous à vous connecter sur le site Relax Mobile pour acheter un smartphone reconditionné Largo.
Et puis, ça va être aussi ancrer le recours aux équipements reconditionnés dans la politique RSE d'entreprise grâce à l'offre Blue Pearl. On a ensuite le calendrier de l'opération. Donc, l'opération a été lancée le 7 avril dernier, c'est-à-dire mercredi. Donc, on est à peine une semaine d'ouverture de l'offre. La clôture de l'offre aura lieu le 19 avril prochain à 17 h pour les souscriptions de particuliers, voire même 20 h dans le cadre de souscriptions en ligne. Le 20 avril prochain, nous allons fixer le prix définitif de l'opération. On diffusera un communiqué presse le soir même indiquant le résultat de l'offre avec le prix définitif de l'opération. Le 22 avril, nous avons le règlement livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global. Et enfin, le début des négociations des actions sur le marché, sur Euronext Growth, le 23 avril. La structure de l'actionnariat, donc avant opération d'introduction en bourse, nous avions des fondateurs détenant 56% du capital et accompagnés, comme il a été dit, par un certain nombre de business angels, mais aussi de fonds d'investissement. Post-opération, le flottant sera compris entre 46 et 52%, ce qui réserve un flottant suffisant, une liquidité qui, je le pense, sera également intéressante, avec des fondateurs qui détiendront, en fonction du résultat, entre 29 et 33,9% du capital de la société. Je vous rends la main pour d'éventuelles questions-réponses. Très bien. Je reprends un petit peu la main. Juste avant de prendre quelques questions complémentaires, je voulais juste vous montrer sur le site EasyBourse comment se présentait cette souscription. Et donc, je vais reprendre la main sur la présentation. Voilà. Hop. Je vais montrer mon écran. Effectivement, si vous avez un PEA, un PEA PME, un compte titre sur EasyBourse, je vais essayer de montrer mon écran. Voilà, hop. Donc, en principe, vous voyez ma page d'accueil de mon PEA. Effectivement, quand vous êtes notifié déjà quand vous écrivez EasyBourse via la messagerie, quand il y a une opération d'introduction en bourse, et à chaque fois, il y a les explications et notamment les liens pour participer. Donc, effectivement, là, je retrouve effectivement l'opération de l'Argo. Et je peux y participer. Et une deuxième façon de participer à cette opération, c'est d'aller dans mes opérations hors sur introduction, où effectivement je vais retrouver dans introduction en bourse l'opération et je peux y souscrire en ligne. Donc je peux y souscrire jusqu'au 19 avril à 17 h. Et effectivement, là on verra qu'il y a un bloc A1 et un bloc A2. Le bloc A1, c'est pour si vous achetez. Vous mettez le nombre d'actions que vous voulez acheter. Le bloc A1, ce sera pour les 200 premières actions. Et le bloc A2, ce sera pour le nombre d'actions supplémentaires. Voilà. Et vous pouvez donc après valider et donc passer votre ordre comme cela. Voilà. Donc la souscription est très simple. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions complémentaires. C'est vrai que le temps est passé rapidement. Alors, voyons voir sur les questions complémentaires. Donc l'international, on l'a déjà mis. Une question qui n'avait pas été répondue, c'est quelles sont les marques les plus reconditionnées? C'est Apple à 90%, 95% et Samsung arrive juste derrière. D'accord. Voilà, je regarde s'il y a des questions qui ne seraient pas répondues. En tout cas, là, je vous ai mis en tout cas les éléments d'EasyBourse, le service commercial. Si vous avez une question, que vous êtes client et que vous voulez participer, il y a toujours un service client qui est bien sûr à votre disposition. Non, je pense que j'ai à peu près traité toutes les questions. Donc, comme le temps a beaucoup passé, il me reste déjà à dire un grand merci à toute l'équipe de l'Argo, à Cyril Gontier aussi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Et puis, je vous dis à tous une très bonne soirée et à très bientôt sur EasyBourse. Merci. Au revoir à tous.